Présentation de Madame Véronique Diarra. Elle est enseignante. Véronique Diarra est passionnée par l'histoire africaine. C'est une citoyenne du monde qui prend ses racines au Congo et au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Elle a vécu dans différents pays grâce à son père, haut fonctionnaire international. Elle habite et travaille près de Paris depuis plusieurs années. Voilà présenté d'une manière un peu courte, Madame Diarra, votre parcours et ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, avant de rentrer dans le vif du sujet des deux romans que vous allez nous présenter? Oui, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous rejoindre ce soir. Je suis professeure de français. J'enseigne depuis 1987. Ça fait assez longtemps. Et il se trouve que j'ai enseigné d'abord en Afrique, à Abidjan précisément, dans un lycée d'État, un lycée de jeunes filles, puis dans un lycée français à l'étranger, le lycée Jean Mermoz. Et puis, en 2004, je suis venue en France, j'ai continué à enseigner, mais je n'ai pas beaucoup apprécié le comportement de certains élèves et le fait qu'ils soient soutenus par leurs parents et protégés par mes supérieurs. Alors, j'ai décidé d'enseigner autrement. J'enseigne désormais par la deuxième passion que j'ai, c'est-à-dire la littérature. J'écris des romans historiques pour enseigner à ceux qui veulent bien m'écouter ce qui s'est réellement passé en Afrique avant l'arrivée des Européens, au moment où les Européens sont venus et jusqu'à présent. Très bien. Merci en tout cas pour cette présentation. Juste pour la petite histoire, je remercie le professeur Ethel Ngongé-Bélé, puisque c'est en allant au Festival du film panafricain que j'ai fait votre connaissance, où il y avait une tribune et donc vous présentiez quelques œuvres. Et moi, j'étais saisi, en tout cas par Agnan Lété, qu'on verra tout à l'heure. Et donc, quand j'ai écouté ça et quand j'ai suivi ça, bien sûr, j'avais acheté le livre pour ma fille, parce que je lui ai offert, hein, il est là le livre. Et je me suis dit, non, mais il faut absolument que vous passiez aux afterworks parce que c'est extraordinaire cette histoire qu'on doit se réapproprier. Et c'était pour moi vraiment un vrai plaisir de pouvoir vous recontacter pour vous demander de pouvoir venir ce soir, en tout cas, nous raconter cette belle part d'histoire, en tout cas romancée certes, mais avec des faits réels. Et c'est vraiment en ça que moi je me réjouis de ce qu'on va découvrir ce soir. Donc je vous laisse toute la place maintenant pour dérouler comme vous l'avez prévu. Merci beaucoup Dimitri, merci bien. Je vais d'abord vous emmener au XIVe siècle, en 1312 exactement. Allons en Afrique de l'Ouest, allons chez Aboubakry Keïta, Mansa Aboubakry Keïta, dans mon roman historique qui apparaît ici et s'appelle « Le dernier voyage du roi Aboubakry Keïta ». Nous nous trouvons d'abord dans l'Empire mandingue, ce fabuleux empire merveilleux qui, selon la carte, voulez-vous nous montrer la carte s'il vous plaît, Dimitri? Selon la carte que vous allez voir bientôt, cet empire commençait sur la côte sénégambienne et courait jusqu'au bord du lac Tchad et montait jusque dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Maroc. C'était immense, c'était aussi grand que l'Europe. L'Europe, quand je prends, depuis la côte atlantique jusqu'au mont Oural. Et tout cela fondé par un homme, Soundiata Keïta, que vous connaissez peut-être. Cet homme a su fédérer, conquérir aussi, c'est vrai, plusieurs États, plusieurs villages. Certains sont venus se mettre sous sa protection pour constituer ce merveilleux empire mandingue où la plupart des habitants parlaient la langue bambara. Donc, Aboubakry, le petit-fils de ce grand homme qui écrivit la charte du Mandé, selon laquelle aucun homme n'en détient un autre, le petit-fils de Soundiata a étudié, il a appris que la terre est ronde et qu'il existe de l'autre côté de la Grande Eau, c'est ainsi que l'on appelle à son époque et dans la langue bambara l'océan Atlantique, jusqu'à présent encore d'ailleurs en bambara. Et il a décidé
de faire construire une flotte de grands navires et de partir sur la mer avec toute une suite faite d'aristocrates, de serviteurs, d'artisans et de serviteurs pour aller découvrir cette seconde rive, l'autre rive, là où habitent d'autres hommes, pour savoir qui ils sont et échanger avec eux du point de vue commercial et du point de vue culturel. Donc, en 1312, Aboubakri va arriver sur l'autre rive et il découvre un endroit d'une beauté merveilleuse. C'est une île, une grande île. Je vais vous lire un passage qui, je crois, vous donnera envie de lire. On débarque enfin sur les sables fins de l'autre terre. Quelle beauté! Un panorama exceptionnel caresse le regard avec une douceur inouïe. C'est une mer d'une eau d'un bleu si clair, si limpide, un sable étonnamment blanc, des palmiers et cocotiers que la brise fait osciller avec une grâce que les girafes leur envieraient. Un ciel plus que bleu, et puis des buissons fleuris qui embaument. Des arbustes parés de baies éclatantes mettent l'eau à la bouche. Des arbres fruitiers, généreusement chargés, se glorifient dans une végétation luxuriante. La nature souhaite la bienvenue aux voyageurs à sa façon. De grands oiseaux aux belles plumes multicolores jacassent bruyamment. D'autres plus petits, mais plus gracieux, chantent mélodieusement. Aboubakri Keïta, empereur du Mandingue, est émerveillé, lui qui n'a vu que de l'eau pendant toute lune croissante et toute une lune décroissante. Tchéli, as-tu déjà vu une telle splendeur de la nature? Je ne trouve pas les mots, bien que j'ai de coutume le verbe facile. Alors je prends ma kora, je ferme les yeux et je chante. Je chante le rêve de mon Mansa devenu réalité. Je chante la traversée sous les vents cléments ou sur l'eau tourmentée. Je chante le courage de tous mes compagnons et compagnes des bateaux. Je chante nos peines, nos fatigues, nos douleurs, nos moments de doute et de nostalgie. Je chante la conviction du Mansa qui a gardé la foi en son expédition. Je chante les charmes de l'autre rive enfin découverte. Je chante pour saluer nos hôtes et quêter leur amitié. Je chante pour leur offrir nos bonnes intentions. Je chante encore. Quand j'ouvre les yeux, des gens sont devant nous. Ils sont étranges, mais bienveillants. Attirés par mon chant, ils sont venus à notre rencontre. L'un d'eux, certainement leur chef, est transporté sur une litière portée par deux hommes. Je saurai plus tard qu'en tant que tel, il est honoré du titre de cacique. La peau cuivrée, les yeux étirés, les cheveux noirs et lisses comme la crinière du cheval. Ils sont presque nus et se contentent d'un cache-sexe. Je ne sais pas encore qu'il les nomme taparabos. Des tatouages, un maquillage facial et corporel qui se décline en rouge, en jaune, en blanc et en noir les habillent. Ils ne sont pas aussi grands que nous. Hommes et femmes portent des bijoux d'or et d'argent aux oreilles, les colliers de coquillages, les parent jusqu'au cou. Certains couronnent leur tête de plumes colorées. Les hommes semblent vigoureux et les femmes gracieuses. Des armes, ces pacifiques, soucieux de vivre selon les principes de l'harmonie, n'en ont pas. Ils n'en portent pas. Eh bien voilà, c'est le dernier voyage du roi Aboubakri. Ah, je vous assure que vous allez vivre des aventures fantastiques, ponctuées d'humour, de beauté, de grâce et surtout, vous verrez combien l'Empire mandingue était étincelant de grâce et de gloire. Maintenant, je vais vous parler de Agnon-Lété, une vie d'Amazone. Nous allons faire un petit saut dans le temps. Et cette fois, nous allons nous trouver à une époque qui n'est autre que le XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, l'esclavage.
cette triste page de notre histoire prend hélas de l'ampleur. L'esclavage a commencé en 1440, quand 7 hommes ont été capturés, et je dis bien capturés, sur la côte de l'actuelle Mauritanie. Maintenant que nous sommes en 1620-1630, cet esclavage, cette pratique affreuse prend de l'ampleur. Et c'est alors que la résistance qui s'est éveillée presque tout de suite s'organise et s'organise avec des femmes. J'ai voulu parler d'elles en particulier, car aussi courageuses et même plus courageuses que leurs homologues masculins, ces guerrières, comme celles que nous voyons sur la couverture du livre, étaient appelées en langue fon, où elles se trouvaient dans le royaume fon, elles étaient appelées agodiais, qui signifie en langue fon combattantes. On les appelait aussi les mères, les protectrices, les femmes cheftaines de combat, avec des mots comme Awangansi, Namiton et Mino. Ces femmes combattaient avec la rage d'une mère qui sent que son enfant est en danger. Et elles faisaient peur aux hommes. Elles ont effrayé les Yovos, car c'est ainsi que les Fons appelaient les Européens qui venaient avec violence attaquer les villages côtiers, tuer à coups de feu, à coups de canon, à coups de fusil, des bâtons qui lançaient du feu et qui tuaient à distance avec le bruit du tonnerre. C'était effrayant, c'était vraiment atroce. Et ceux qui n'étaient pas tombés sous les coups de ces Yovos étaient emportés, on ne savait pas où. Alors, le roi de ce peuple, Fon, a décidé d'appeler le corps d'élite, ce corps d'élite féminin, ces femmes qui étaient plus puissantes que les hommes, ces femmes qu'on appelle, je trouve avec quelques défauts, Amazones, mais qui étaient avant tout des guerrières. Eh bien, grâce à leur stratégie hors pair, même si elles étaient armées de lances, de sabres et de couteaux, éventuellement d'arcs à flèches, elles ont chassé, tué, effrayé les Yovos. Et nous allons rencontrer Agnon-Lété, que j'ai inventé, qui est d'une beauté extraordinaire. Son teint est d'un noir profond. Ses yeux sont étirés vers ses tempes et montrent un regard étincelant, particulier. Elle est belle avec sa chevelure courte et dense. Et je veux montrer à travers elle que la femme africaine est la plus belle du monde dans sa beauté naturelle. Qu'elle soit foncée ou plus claire, nous voyons dans ce roman que la femme africaine est d'une grande beauté et n'a pas besoin de ressembler à une autre. Agnon-Lété, qui veut dire « tu es belle », pardonnez-moi, vous qui parlez la langue fon, je prononce mal, je le sais, il paraît qu'on dit plutôt « Agnon-Lété », mais cela m'a été révélé un peu trop tard. Agnon-Lété ne passe pas inaperçu et sa beauté va lui jouer un tour. À cause de cette beauté, elle va être obligée de s'exiler et elle va faire son chemin d'un royaume à l'autre, traverser un grand empire qu'elle vous fera visiter et vous verrez combien l'Afrique était magnifique, éclatante. Cette Afrique impériale dont on parle trop peu et que vous allez découvrir en suivant Agnon-Lété dans ses palpitantes aventures où se mêlent la gaieté, l'humour, la beauté, l'action et le suspense. Maintenant, je vais vous lire un passage plein d'action. Et j'espère que cela vous donnera envie de découvrir ce roman. Il s'agit d'Agnon-Lété au combat. Maintenant, elle en choisit un qui porte un grand chapeau étrangement recourbé sur les côtés et un anneau à l'oreille droite. Son œil gauche est caché par un bandeau noir. Il est affublé d'une barbe mal entretenue. Et ses cheveux non seulement ressemblent à de longs poils de singe, mais en plus, ils sont sales. Après les hommes qu'elle a l'habitude de voir au palais, quelle négligence!
Pour commencer, elle expédie au loin le mousquet de cet individu en utilisant sa sagaie comme un bâton de combat. Puis elle lui assène une succession de coups de poing, de coups de pied, de coups de genoux. Elle lui pique le flanc de sa pointe de sa sagaie. Il est coriace et saisit son épée. D'un mouvement, elle l'esquive. D'un coup de sabre, elle lui tranche la main. L'arme et le membre sanglant roulent sur le sabre. D'un saut acrobatique, Agnolete se trouve derrière lui et lui assène un violent coup de pied au derrière. Vexé, il se retrouve à quatre pattes. D'un soubresaut, il s'accroupit, fait volte-face, puis l'œil mauvais. De sa main qui lui reste, il ramasse une poignée de sable pour la jeter au visage de la guerrière et se relève dans le même élan. Mais Agnolete a vu venir son mouvement. D'une roulade, elle a évité le jet de sable. De sa sagaie, elle fauche les jambes du capitaine, qui s'était déjà à peine mis debout. Il se retrouve encore à terre. Cette fois, il n'a même pas le temps de se sentir vexé. Agnolete se jette sur lui et la lutte commence. Malgré l'amputation à vif de la main, le capitaine reste alerte. Il est prêt à défendre chèrement sa vie. Son ultime combat l'oppose à une Amazone noire comme l'Indiablesse, une créature des ombres. Vraiment, elle a une force particulière. Il ne se souvient pas d'avoir déjà reçu des coups aussi puissants, ni aux Amériques, ni sur les îles de la mer Caraïbe, ni sur les côtes d'Afrique. Il se débat. Il frappe de toutes ses forces. Elle esquive ses coups et ne semble presque rien ressentir quand il l'atteint. C'est le démon en personne. Soudain, l'œil du flibustier borgne reperçoit une dentition carnassière sur un visage plus sombre que la nuit. Une lame qui lui fait un mouvement vif. Une douleur meurtrit son cou. Le souffle aussi lui manque. Il se vide de son sang. Les bruits du combat lui parviennent de plus en plus faiblement. Enfin, son œil unique se fige. Agnolete se relève, triomphante, et contemple de ses yeux de tourmaline le chef des Yovo vaincus. Les ennemis sont tous à terre. Et dans ce roman, nous avons quelques illustrations. Je vous montre donc Agnolete, qui a vaincu le capitaine des flibustiers. Elle a vaincu le chef des Yovo. À présent, je vous propose de prendre la parole. Si vous avez quelques questions à me poser, je serai enchantée de vous répondre. Alors, n'hésitez pas. Soit vous pouvez poser vos questions sur le chat et je vais ouvrir tous les micros. Par contre, par ordre, bien entendu, c'est le premier qui prend la parole qui peut s'exprimer, et puis le suivant. Voilà, et puis je modérerai autrement. Voilà, c'est bon, les micros sont ouverts. Qui veut prendre la parole, Serge? Je vous écoute. Alors, je vois une question de Serge dans le chat qui dit: est-ce que ces œuvres sont intégrées dans l'éducation en France? J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas parce que je n'ai jamais pu être entendue par un décideur de l'éducation nationale française. Mais sinon, je pense que ce serait bien, d'autant plus que j'ai eu un retour d'un élève de classe de 5e, un jeune Français âgé de 12 ans, qui a beaucoup apprécié le dernier voyage du roi Aboubakry Keïta. Alors, il y a une question qui suit le roi, donc du coup, Philippe qui dit: est-ce que le roi a donc traversé l'Atlantique avant les Européens? Mais oui, il est arrivé en 1312. Or, Christophe Colomb, on ne le voit qu'en 1492, justement sur les bords d'une grande île qu'on appellera plus tard Haïti. Très bien. Serge? Essaye de parler, mais on ne t'entend pas. Sinon, pose ta question, on va la relayer. Le roi Aboubakry Keïta est l'ancêtre de Sundiata?
Non, il est son petit-fils. Ah, c'est le petit-fils. Il est le petit-fils de Soundiata Keïta, oui, son petit-fils. D'accord. Donc, c'est le roi Aboubakri, c'est quelle période, en fait? Alors, nous sommes en 1312, donc nous sommes au début du XIVe siècle. 14e siècle, ok. D'accord. Oui. Donc, avant les 7 esclaves qui ont été ramassés sur la côte mauritanienne, il n'y avait pas eu Oui. l'esclavage des Arabes, des morts avant? Oui, effectivement, cela a commencé avec les Gyres en l'an 730. Ils ont d'abord attaqué l'Égypte puisqu'ils sont entrés par Camp David. Ils ont attaqué la Nubie et là, ils ont vaincu la Nubie et ont exigé, sous forme de tribu, eh bien, que leur soient livrés les plus beaux jeunes garçons et jeunes filles au nombre de 300. Et ensuite, ils se sont attaqués aux différentes zones du Sahel pour enlever, et je dis bien enlever, des personnes, hommes, femmes et enfants. Donc, il y a eu cette agression du côté de l'Est et il va y avoir l'agression du côté de l'Ouest et qui sera faite par les Européens en commençant par les Portugais, les précurseurs de l'esclavage atlantique. Atlantique, d'accord. D'accord. Donc, il y a eu d'abord l'esclavage arabe avant l'esclavage atlantique. Oui, effectivement, ils ont commencé avant, ils ont continué après, et hélas, cela se poursuit encore sous une certaine forme. Absolument. Que l'on connaît encore. Absolument. Très bien. N'hésitez pas à interpeller notre auteur. Hein, donc, Très bien, merci. Merci beaucoup. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est juste une observation. Ce que je constate simplement, c'est que nous ne connaissons pas suffisamment notre histoire, en fait. Hein. À force d'avoir étudié l'histoire des autres, il y a quand même des lacunes de notre côté sur notre véritable histoire. C'est exactement cela, et c'est pour cela que je me suis mise au travail depuis quelques années. Je me suis mise à procéder à des recherches sur différents supports. Je me suis mise à interroger les personnes âgées de ma famille. Et avec tout cela, j'ai décidé de réécrire l'histoire d'Afrique, mais sous forme romancée, afin d'instruire mon lecteur de façon plaisante. Donc, je prends un fait réel et historique et je le raconte comme si c'était un roman, une histoire, en faisant intervenir un peu d'imaginaire, mais en restant fidèle à la réalité. Et grâce à cela, nous-mêmes et nos enfants pourront nous réapproprier notre histoire, savoir qui nous sommes, retrouver notre identité et puis faire des choses encore plus grandes que ce que nos ancêtres avaient fait. Ah oui. C'est formidable. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que ça m'a inspiré la thématique. Peut-on pour être innovant, faut-il maîtriser son passé? Donc, c'est vraiment important ce qui est dit là. Et même quand on parle tout à l'heure de l'esclavage et de tout ce qui s'est passé, mais il y a eu des constructions économiques, les bateaux, il y a eu de l'économie qui a été générée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un peu? Parce qu'on pense que parfois on crée des choses, mais en fait, certains se sont inspirés déjà d'autres empires. Eh bien, ce que je pourrais vous dire, c'est que Aboubakri a fait appel à ces armateurs, je veux dire ceux qui construisent les bateaux, ces armateurs du lac Tchad, car ces derniers ont hérité du savoir-faire des Égyptiens d'autrefois, avant qu'ils ne tombent sous les coups des Arabes qui sont venus sous prétexte de répandre leur religion islam. Donc, ils connaissaient les plans de ces grands bateaux, solides et hauts, portant un grand tirant d'eau, possédant une barre, un gouvernail et une boussole, donc des bateaux capables d'affronter l'océan Atlantique. Et c'est ainsi que Aboubakri a fait faire une flotte de plusieurs centaines, et selon certains griots, de 2 milliers de navires,
pour pouvoir traverser l'océan Atlantique. Donc, Aboubakry s'est appuyé sur les connaissances du passé pour réaliser de nouveaux bateaux et partir pour faire une découverte extraordinaire, découverte que personne encore n'avait pu imaginer sur le sol africain et qu'on était loin, loin, loin de supposer en Europe. Nous étions à l'époque en Europe au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge avec toutes ces difficultés en Europe. Alors, la question de Serge rebondit. Est-ce que si, alors du coup, c'est pas enseigné en France, est-ce que en Afrique, certaines des œuvres, il y a des pays qui ont un peu levé la main pour dire, tiens, ça serait pas mal qu'on puisse enseigner cela? Ah, je souhaite bien. Je suis en train de travailler à cela. J'aimerais bien que le Mali, par exemple, puisque là-bas, on parle beaucoup de Soundiata, le Mali est en quelque sorte ce qui reste de ce fabuleux empire. Et j'aimerais bien que le dernier voyage du roi, Aboubakry Keïta, soit intégré dans le programme d'études des élèves du collège, du lycée et même de l'université, car je l'ai écrit d'une telle manière qu'il peut s'étudier sur différents niveaux. En lecture suivie chez les élèves de 5e ou 4e, donc au collège, en lecture, en préparation pour l'oral du bac, en commentaire au lycée, et on peut encore trouver à travers les différentes citations que l'on peut dégager de ce roman, on peut trouver des sujets de synthèse que les étudiants de première année, deuxième année, licence, peuvent arriver à traiter pour pouvoir mettre en valeur ce qu'il y a eu de plus beau dans cette brillante civilisation mandingue. Ah bah, en tout cas, j'espère que ça sera entendu. On a 2 représentantes là, du Mali que je vois assis au premier rang. Donc, Awa et Sarah, bonjour mesdames. Tout ce qu'il faut pour que ça puisse arriver de l'autre côté. Hein. Oui. Génial. Quant à Agnolette, une vie d'Amazone, elle pourrait certainement apporter beaucoup aux élèves et aux étudiants du Bénin et du Togo, puisque les deux se touchent. Absolument. Et il est question d'ailleurs dans Agnolette d'une princesse Mina qui est devenue reine du royaume Fon. Allô? Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de Kankan Moussa? Kankan Moussa n'est autre. Oui. Il semblerait qu'à son époque, il avait tellement transporté de l'or en Arabie Saoudite que le cours de l'or mondial avait baissé à l'époque. Tellement il était riche. C'est vrai. Kankan Moussa n'était autre que le jeune frère de Aboubakry. D'accord. Ils étaient 2 frères, 2 demi-frères, comme on dit maintenant, puisque leur maman était 2 femmes différentes, 2 épouses différentes, 2 coépouses, en quelque sorte, oui, 2 coépouses, qui ont élevé côte à côte leurs enfants, et les 2 frères s'appréciaient beaucoup. Kankan Moussa, Kankou Moussa, enfin on dit Kankan Moussa, Kanga Moussa, Kankou Moussa, est monté sur le trône impérial quand il a été établi qu'hélas, Mansa Aboubakry ne reviendrait pas de son grand voyage sur la Grande Eau. Alors, en 1324, c'est-à-dire 12 ans après la disparition de son grand frère, il a fait ce pèlerinage, puisqu'il était fervent musulman, il a décidé d'aller en pèlerinage et il a voulu se montrer généreux. Comme il avait de l'or en quantité infinie à cause des mines d'or inépuisables de son pays, de son empire, pardon, il a distribué de l'or sur tout son chemin à travers le Sahel, à travers le désert, dans la ville du Caire et jusqu'en Arabie Saoudite, sur le chemin de l'aller et du retour. Et c'est vrai que les cours du dinar ont chuté et jusqu'à pendant une dizaine d'années, le dinar n'a pas pu se relever. Et c'est vrai, il était immensément riche. Et le Mali est toujours très riche. Simplement maintenant, l'or, il faut creuser pour le trouver. Donc,
j'appelle de tout mon cœur les autorités maliennes pour que les Maliens eux-mêmes exploitent leur or et ne fassent plus appel à ces multinationales qui se permettent de prendre 80% de ce qu'elles prétendent retirer de la terre d'Afrique et ne laissent que 20% au gouvernement. Je me permets. Pardonnez-moi si j'exagère, mais ça vient de mon cœur. On parle de l'histoire, donc c'est important de... Oui. C'est notre or. Exactement. C'est notre or. Et pour les autres minerais aussi, hein, c'est notre diamant, c'est notre uranium, c'est notre manganèse, c'est notre cuivre, c'est notre coltan. Alors il ne faut plus qu'on permette aux autres de le sortir de notre terre, de nous donner quelques miettes et de prendre le tout et d'aller le vendre à fort prix. Ah, ça suffit. Il fallait que ça soit dit, voilà. Alors, il y a une question de Madame Kakama. Est-ce que vos romans sont vendus en Afrique? Et si oui, dans quel pays? Bon, alors, je suis passée l'année dernière à Bamako. J'en ai vendu beaucoup. J'en ai laissé quelques-uns. Alors, j'en ai offert 2 à la Bibliothèque nationale de Bamako. Il se trouve que juste à côté de cette bibliothèque se trouve une librairie. Une librairie détenue par un certain monsieur Sow. Et je lui ai laissé 10 romans, 10 exemplaires. Je ne sais pas s'il en a encore, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que je me rendrai à Bamako en février prochain, entre le 16 et le 22. Et là, j'emporterai des livres avec moi, j'en vendrai, et j'espère que des librairies accepteront d'en prendre quelques-uns en dépôt-vente pour que d'autres personnes au Mali puissent en avoir. Et j'espère aussi rencontrer certains décideurs du pays pour voir avec eux dans quelle mesure les étudiants, les élèves peuvent avoir dans leur programme ce roman qui leur apportera la fierté d'être mandingue, la fierté d'être malien. Bon, on va essayer de faire quelques recommandations parce qu'on a quelques entrées au Mali. Donc, allô? Merci bien. Oui, ah, vous m'entendez? Très bien. Ah, d'accord, ben, merci. Ben, merci beaucoup. Je suis pratiquement, comment je dis, très ému de pouvoir vous entendre parce que nous partageons peut-être avec d'autres membres ici qui nous écoutent cette passion de notre passé, de notre histoire. Question de pouvoir faire un saut en arrière pour voir ce qui était positif, négatif et pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un sujet d'actualité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, toute la jeunesse, toutes les jeunes en Afrique aujourd'hui, et même ceux qui travaillent aujourd'hui, ont cette problématique-là. Est-ce qu'il faut aller de l'avant, c'est-à-dire considérer qu'aujourd'hui, notre passé, il est dépassé et que finalement, dans tous les cas, on a échoué parce que nous sommes au bas de l'échelle aujourd'hui et qu'il faut partir avec ce que les autres nous ont présenté et avancer. Et il y a une autre frange qui dit, on peut faire ce chemin humble du retour vers nos ancêtres. Est-ce que vous, à la position où vous êtes aujourd'hui écrivain, vous avez eu à être confronté en fait à cette difficulté face à un public parfois qui vous dit, ça ne sert à rien ce que vous faites, oublions le passé, avançons, ça ne sert à rien, ça ne donne pas, comme on dit communément en Afrique, ça ne donne pas de l'argent, tout ça, c'est-à-dire des gens qui ressassent sans cesse le passé. Et est-ce que vous êtes confronté à cela? Si oui, comment est-ce que vous avez, quel discours vous avez pour pouvoir avancer? Merci, monsieur. Des détracteurs, on en rencontre toujours dès qu'on se permet d'élever la voix pour présenter une réalité à laquelle on croit. C'est vrai, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas regarder le passé, qu'il faut plutôt essayer de regarder vers l'avenir et se construire parce qu'on est déjà très en retard. Ouais. Bon, à cela, moi, je réponds. On ne peut pas construire un avenir si on ne s'appuie pas sur son passé. Ce n'est pas possible. Celui qui n'a pas de passé n'a pas non plus d'avenir. Nous, Africains, avons échoué. Ah bon? C'est ce que vous dites, c'est votre façon de voir les choses.
nous n'avons pas échoué. Nous avons été agressés. Nos belles civilisations, qui étaient plus brillantes que l'Europe à l'époque de son Moyen-Âge, ont été détruites par 200 ans d'attaques intempestives, d'attaques qui étaient faites par tous les pays d'Europe occidentale réunis dans une coalition meurtrière. Ils ont donc détruit nos civilisations pour ensuite faire des personnes survivantes, des êtres effrayés et complexés qui ne savaient plus qui ne connaissaient plus leur identité, qui avaient oublié une grande partie de leur savoir. Mais ce savoir, nous pouvons le retrouver parce que quoi qu'on fasse à un être humain, il a en lui cette résurgence, cette capacité de renaître. Et nous, les Africains, c'est nous qui avons la plus grande force de renaissance. Et c'est ce qui se passe maintenant. J'ai vu des jeunes gens, quand j'ai eu l'occasion de voyager en Afrique, quand j'ai été à Abidjan, à Cotonou, à Bamako, j'ai vu des jeunes gens qui sont conscients qu'il y a un passé qu'ils doivent retrouver afin de se rendre compte, mais qui sont capables eux aussi de faire de grandes choses, de faire même de plus grandes choses pour vraiment rendre grâce et rendre honneur à leurs ancêtres et rendre grâce à l'être surnaturel, tout-puissant, omnipotent, qui est au-dessus de nous tous. Chacun l'appelle à sa façon, mais nous les Africains, nous le connaissons, nous savons qu'il est là. Nous le respectons et nous savons que nous pouvons compter sur lui. Alors, à cause de notre foi en nous-mêmes, à cause de notre foi en cet être surnaturel, notre Dieu, je suis convaincue que si nous faisons notre part, eh bien, nous arriverons à faire des prouesses extraordinaires qui vont se matérialiser en quelque sorte comme dans le film Black Panthers. Car souvenez-vous, ceux qui ont vu ce film, que le jeune pilote américain qui arrive dans le Wakanda déclare « J'ai vu des choses qui n'existent nulle part ailleurs ». Et je me permets de reprendre l'expression de Diogo Cao, ce capitaine portugais envoyé par son roi à l'embouchure du grand fleuve Zaïre, il a déclaré « J'ai vu des gens civilisés jusqu'à la moelle des os ». Cela veut dire que les Africains qu'il a vus dans cet empire Congo qu'il découvrait, ces Africains étaient plus raffinés, mieux instruits, mieux habillés, bien portants, dans une meilleure santé que les Européens qui se trouvaient dans leur pays. Ah bah, merci pour ce plaidoyer avec force, et c'est pour ça que vous comprenez pourquoi moi-même j'ai été séduit. Est-ce qu'on peut parler un peu d'Agnon Lettet? Parce que là, on était sur Boubacar. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces femmes? En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on aime à dire oui, la journée du 8 mars, mais en fait, en Afrique, on n'a pas eu besoin de 8 mars, ça a déjà commencé il y a très longtemps. La femme était mise en valeur. Mais bien sûr, vous savez, l'Afrique avait une tradition matrilinéaire. Ça veut dire que la femme était le socle, la femme était la base, la source de vie. Elle porte la vie, elle donne la vie et surtout, elle prend soin de l'enfant, elle prend soin de toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du foyer. L'homme, quand il se trouve seul, a beaucoup de mal à gérer le foyer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La décadence dont je parlais tout à l'heure, cette décadence provoquée par les attaques du côté ouest, perpétrées par les Européens, et du côté est, perpétrées, hélas, par les Sémites. Ah, tout a été détruit. Et je crois que les Africains et les Africaines se sont sentis bouleversés et peut-être un peu trop influencés par de nouvelles religions, ils ont décidé de mettre la femme de côté, de l'écarter et même de la diminuer et même de la nier au point qu'elle est devenue
une personne de second ordre. Et avec un machisme développé de manière très malsaine, eh bien, les hommes ont cru qu'ils pouvaient commander les femmes et se sont permis de maltraiter les femmes. Cependant, même de sa place, aujourd'hui, la femme continue silencieusement à tout diriger, car les hommes les plus sincères reconnaissent qu'ils ont grand besoin de leur épouse et que ceux qui sont fortunés admettent que s'ils ont pu aussi bien construire une fortune, c'est parce que leur épouse était sage pour bien choisir comment utiliser l'argent du ménage et les ont conseillés pour savoir comment investir leurs biens, comment organiser leur commerce, comment organiser leurs activités pour pouvoir bâtir un empire financier. Donc, la femme, c'est la force tranquille. Et nous sommes cette force tranquille. Nous sommes d'accord. Je ne sais pas, mesdames ou messieurs, vous pouvez réagir. Madame Maître Léa, que je... Dans Agnon-Lettet, il y a certes la guerrière elle-même, mais il y a toutes ses sœurs d'armes. Il y a le général de cette armée féminine qui s'appelle Gantella, Gant, ce qui veut dire chef, général. Et puis, il y a d'autres femmes, car je ne reste pas en Afrique. En plus des femmes noires, je fais agir aussi des femmes européennes. Il y en a plusieurs. Et chacune de ces femmes, qu'elles soient blanches ou noires, de différents teints, nous allons vraiment du teint de porcelaine jusqu'au noir le plus sombre. Nous avons des femmes qui, chacune à sa façon, défend la cause féminine et montre combien la vertu et la force tranquille appartiennent à la femme. Ah ben voilà, moi je n'ai plus rien à dire là. Voilà, tout a été dit. Oui, Qui veut réagir à ça? En tout cas, merci Madame Diarra pour ce plaidoyer et en tout cas ces encouragements. Serge? Peut-être pas, il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler, je ne veux pas monopoliser la parole. Non, vas-y. Allô, oui, allô, Franck, tu veux? Non, vas-y, ça, je pose la question après. Ah, d'accord. Ok. Donc, j'aurais trop de questions. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, la Renaissance africaine. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, vous avez dit au début, vous aviez eu quelques soucis lorsque vous aviez enseigné ici. Bon, peut-être sans toutefois entrer peut-être dans les détails, si c'est quelque chose que vous pouvez peut-être partager, les difficultés que vous avez eues, parce que dans ces domaines, généralement... Le son est haché. Oh là là. Allô, vous m'entendez mieux maintenant? Le micro, pardonnez-moi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Peut-être que Dimitri peut me. Il faut fermer le les autres redire. micros là. Il y a des micros qui sont ouverts. Il y a des bruits derrière. Ah. Là maintenant, ça va mieux? Vous m'entendez mieux? Oui, là c'est bon, vas-y. Oui, je vous entends bien. D'accord, ok. Oui. D'accord. Donc, je disais qu'en fait, au début de votre discours, de votre présentation, vous aviez fait allusion, en fait, à quelques difficultés au niveau de l'enseignement. Je ne sais pas, sauf si c'est peut-être personnel, mais si c'est lié à votre engagement sur la Renaissance africaine, peut-être partager avec nous quelques expériences de difficultés si c'est possible. Et autre chose, c'est que aujourd'hui, la difficulté, elle est là pour la Renaissance africaine. Est-ce que aujourd'hui, d'autres disent que c'est difficile de renaître, tout simplement parce que au passage, on a embrassé d'autres spiritualités qui étaient totalement étrangères à nous, et qu'aujourd'hui, elles agissent un peu comme un blocage, n'est-ce pas, pour ce chemin, pour retrouver nos ancêtres et autres. Est-ce que vous pensez, je ne vais pas vous poser la question frontalement, est-ce que finalement vos œuvres trouvent aussi écho auprès des hommes religieux, par exemple, qui peuvent aussi porter ces œuvres-là? C'était mes deux questions. Merci. Bon.
Alors, vous me demandiez quelles sont les difficultés que j'ai pu avoir au niveau de l'enseignement. Oui. C'était la première question? Oui, c'est ça, tout à fait. L'enseignement en France. Oui, alors des difficultés. L'enseignement en France, oui, parce que en Afrique, ça s'est toujours merveilleusement passé. Et j'ai encore des élèves avec qui je suis en relation et qui sont restés très aimables avec moi, qui m'ont continué à me porter beaucoup d'affection et qui m'honorent vraiment. Je ne sais comment dire quelle fierté j'ai quand je vois ces jeunes messieurs et ces jeunes dames qui ont de hautes positions, qui sont à leur tour parents, qui sont à leur tour des adultes équilibrés. Et vraiment, je suis très honorée à l'idée d'avoir apporté ma petite touche, ma petite part dans cet épanouissement extraordinaire. Maintenant, en France, à partir de 2004, me voici en France. Je donne des cours à domicile, je donne des cours en classe, car quand je me présente à l'Académie de Versailles, qui correspond à la ville que j'habite en région parisienne, on ne peut pas me refuser parce que mes diplômes sont homologués, mais on ne m'accepte que pour être remplaçante. Donc, je deviens un professeur nomade qui va d'une école à l'autre, qui va d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre. Et à chaque fois, je me trouve face à des élèves qui ne sont autres que des enfants rois, à qui on donne tous les droits, et qui sont mécontents de voir un professeur remplaçant, car ils avaient déjà établi leur programme de grasse matinée et de promenade l'après-midi. Alors, tous prennent la décision de se liguer pour me mener la vie dure, afin que je sois dégoûtée et que je m'en aille. Et quand ce genre de décision est prise par des enfants difficiles, qui sont dans des écoles difficiles appelées ZEP, je vous assure que c'est très dur d'y faire front, surtout quand, comme moi, on est peut-être un peu trop sentimental, et de sorte que j'enseigne avec le cœur, avec la bonne humeur, avec l'amabilité. Et je l'ai vraiment pris très personnellement, un peu trop peut-être, et j'ai dû m'écarter de là pour préserver ma santé. J'ai voulu aller voir ce qui se passe du côté du primaire, en me disant, s'ils sont aussi turbulents au secondaire, c'est qu'il se passe quelque chose de précis à l'école primaire. Eh bien, là-bas aussi, j'ai rencontré des enfants rois qui se sont permis de dire des choses aussi injustes que fausses à mon sujet. Et les parents m'en ont voulu parce que j'ai osé mettre de mauvaises notes en dictée à leurs chers enfants, au lieu de se dire, nos enfants sont faibles en dictée, nos enfants n'ont pas toutes les bases d'orthographe, il faut laisser cette dame les remettre sur le bon chemin. Non, ils m'ont dit, mauvaise institutrice, vous ne devez pas rester auprès de nos enfants. Des pétitions ont été signées pour demander mon renvoi. J'ai terminé l'année, mais je me suis dit, il vaut mieux que je laisse ces enfants où ils sont, que je laisse ces adolescents où ils sont. Ils ne me comprennent pas, je ne les comprends pas, que chacun reste dans son coin. Et c'est ainsi que je me suis vraiment focalisée sur la littérature que j'avais déjà commencé. Maintenant, concernant la religion, les religions révélées, comme on dit, ces religions monothéistes qui ont été apportées, qui ont été imposées en Afrique et ailleurs. Je peux vous dire, moi, que je suis chrétienne, croyante, pratiquante, engagée, et je ne crois pas trahir mes ancêtres parce que mes ancêtres avaient pour principe le respect d'un Dieu qui est au-dessus de tout et l'amour du prochain. Je pratique cela de mon mieux en suivant la religion chrétienne, alors je ne vois pas bien ce qui ne correspond pas à la Maat de l'ancienne Égypte, puisque c'est de là que nous venons tous. Donc, à cause de cela, je dis que ceux qui ne sont pas à l'aise dans la religion chrétienne, dans la religion musulmane ou dans une autre,
s'ils ont le désir de changer et d'aller vers une autre religion pratiquée autrefois en Afrique et dont il nous reste quelques vestiges, mais libre à eux, je suis même prête à écouter ce qu'ils ont à m'apprendre. Mais je ne suis pas d'accord qu'on me dise « tu n'es pas digne de faire partie du mouvement de la Renaissance africaine si tu n'abandonnes pas cette religion chrétienne qui n'est pas la tienne. » Eh bien, si, c'est la mienne parce que j'ai été éduquée avec cette religion. Je la pratique et je dis que ce n'est pas la religion qui est mauvaise. La religion chrétienne, la religion musulmane sont belles. C'est la façon dont elles ont été utilisées pour soumettre d'autres peuples. C'est cette façon-là qui est laide. Donc, sont responsables les prétendus missionnaires qui sont venus avec des méthodes plus que douteuses pour enseigner aux Africains. Nous sommes les descendants de Cham, le fils maudit de Noé. La couleur de notre peau est la marque de notre infamie. Notre seule chance d'échapper à l'enfer est d'être bien obéissants à nos bons maîtres blancs. Des enfants de l'actuel Congo démocratique ont récité cela pendant des décennies sous Sa Majesté, le roi des Belges. Ah, comme quoi, c'est bien d'avoir une piqûre de rappel et d'avoir une connaissance de son passé pour se projeter. Est-ce qu'il y a deux questions? Parce qu'on arrive là, le temps avance. N'hésitez pas vraiment à profiter parce que il y a Sarah qui est en train de taper quelque chose. Donc allô? Oui, vas-y Franck. Oui, j'avais beaucoup de questions, mais je vais essayer de synthétiser. Je pense que c'est un vrai problème. Moi, je me souviens, pour faire bref, quand je suis arrivé dans mon dernier boulot, où est-ce que je suis, j'avais des passionnés d'histoire de France. Et moi, en face, j'étais presque vide. Donc, me raconter l'histoire d'Europe, carrément, des rois d'Europe de l'époque, les conquêtes, le roi d'Espagne qui se retrouve en France, qui part combattre les Anglais, qui revient. Et moi, après, on me demandait, bah, tiens, toi, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Mais je connaissais rien. En fait, on m'a jamais appris ça. Et j'ai jamais su que quelque part, il pouvait avoir des livres, des documents. Je sais pas, par fatigue, j'ai jamais cherché. Et du coup, moi, la question des savoir aujourd'hui, est-ce que vos livres sont par exemple vendus sur Amazon ou sur des points un peu plus accessibles? Je pense aux jeunes aujourd'hui parce que le réflexe de nos jours, quand je cherche un livre, c'est de taper sur Amazon, voir. Et un second point, je pense que c'est aussi intéressant, c'est votre voix. Moi, j'ai bien envie de vous écouter en livre audio le plus longtemps possible parce que à côté de l'histoire, il y a cette intensité, il y a cette qui nous emporte et je trouve ça très intéressant. Donc, voilà ce que Le livre audio est un de mes grands projets. Dans les semaines à venir, ce sera fait. Ok, merci. Et du coup, ça sera un de mes grands projets. Du coup, ça sera accessible sur quelle plateforme? Est-ce qu'on pourrait l'écouter? Ce sera accessible sur une plateforme que je suis en train de mettre en place avec mon assistante. Nous sommes donc deux à travailler ensemble. Et nous sommes en train de construire un site Internet dans lequel nous allons placer les livres que j'ai écrits en version papier, en version e-book et en version audio. Pour le moment, vous pouvez avoir les livres dont j'ai parlé et même un autre qui s'appelle « Non, je ne me tairai plus » et qui est beaucoup plus actuel, sur un site que j'ai nommé à Dimitri, peut-être pourra-t-il le préciser ou le faire passer sur les écrans. C'est fait. Merci beaucoup. Un site qui s'appelle Africom. Voilà, adressez-vous à ce site, les livres sont déjà dessus et vous pourrez les découvrir, vous pourrez découvrir un petit peu plus ce que je fais car Africom a également placé des éléments pour pouvoir mieux me connaître, des articles, des vidéos et puis des passages, des présentations. Voilà, vous pourrez voir cela, vraiment, allez voir sur cette plateforme, sur ce site Africrea et vraiment, dans quelques semaines, vous aurez accès à ma propre plateforme, mon propre site, sur lequel vous aurez chacun de mes livres sous les 3 formes, papier, e-book et audio. Ah, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Merci. Je peux rajouter, Franck, j'ai été consultée dans Amazon et ils y sont aussi. Hein.
Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Sur Amazon, il existe en e-book et en version papier. Ok, je pense que oui, c'est super intéressant, merci. Faut pas hésiter. Hein, en tout cas, moi, Non, je vous mais encourage. c'est tellement intéressant, j'hésiterai Il n'y en a pas. pas sur Moi, j'ai présence déjà le africaine. mien. Hein. Moi, j'ai déjà mon livre. Hein. Donc, je vous encourage à tous prendre un livre au moins. Hein. Il n'y en a pas sur présence africaine, non? Quand je suis allée voir les décideurs de présence africaine, ils n'avaient pas assez de temps à m'accorder, donc je n'ai pas pu leur laisser de livre. C'est pour ça qu'il n'y en a pas là-bas, à ma connaissance en tout cas. Si M. Diakité, vous pouvez faire quelque chose, ça sera bienvenu. On va essayer. On saisit les opportunités ici, vous savez. Hein. Tout à fait. Oui. Donc, en tout cas, Madame Diarra, merci. Vraiment. Merci à vous. Je pense que, chers amis, vous avez été conquis comme moi je l'ai été quand je l'ai écouté à Cannes. C'était vraiment formidable et c'est encore formidable ce soir. Et je pense qu'il faudra qu'on discute parce qu'il y a des choses qu'on doit faire ensemble, ne serait-ce que dans ce narratif-là de récit, hein, du récit africain. En plus, appuyé sur des livres, des romans. Je pense qu'il y a il y a quelque chose à faire. Donc, on va regarder comment cheminer ensemble de toute façon. Mais je crois qu'on a un petit parcours à faire ensemble. Absolument. Oh oui. Et je me permettrai de vous dire, prêtez l'oreille car il y a un nouveau roman de moi qui va sortir. Il va s'appeler Ni l'une ni l'autre et vous raconter l'histoire d'une jeune métisse née sous la colonisation. Et vous allez voir quels étaient les rapports entre noirs et blancs dans les pays qui furent colonisés par la France. Waouh! Donc, je ne vous en dis pas plus, mais dans Ni l'une ni l'autre, vous allez découvrir une jeune fille très particulière qui se trouve dans une situation qui mérite la peine d'être connue. D'accord, super. Bon, en tout cas, voilà, on attend ça avec impatience. Et donc, simplement pour vous dire que cette semaine, la semaine passée, on a vécu quelque chose de formidable, nous, au niveau de ADRNS, puisqu'on a lancé le Continental Working. Ça faisait longtemps qu'on parlait du projet d'African Valley, d'avoir un espace en France où on peut parler, rassembler des gens qui respirent, pensent ou ont un intérêt, une affinité pour le continent africain. Avec la crise sanitaire, on a réfléchi et essayé de voir comment on pouvait faire. Et on ne s'est pas laissé démonter puisqu'on a commencé par une version virtuelle, c'est-à-dire full digital. Donc, on a eu une journée entière sur le Nigeria, donc de 9h30 jusqu'à 16h30. On a eu des intervenants de qualité, si bien que la promesse en fait que nous offrons à tous les entrepreneurs qui en tout cas sont orientés sur le continent africain, c'est de dire qu'un jour par mois, nous allons mettre à l'honneur un pays africain autour de 4 temps forts. Donc c'est simple, hein. Un jour par mois, un pays africain qui sera mis à l'honneur autour de 4 temps forts. Et le prochain mois, le 18 février, ça sera le Sénégal. Après le Nigeria, on fait le Sénégal. Après, ce sera Rwanda au mois de mars. Donc, on vous invite à suivre nos actualités et on vous sollicitera. Et ceux qui veulent en tout cas s'engager ou en tout cas nous rejoindre dans ces journées, parce que c'est vraiment riche, il y a de la place. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous allez sur le site www.africanvalley.com ou Continental Working, african-valley.org ou www.continental-working.com. Voilà. Là, vous pourrez nous solliciter et on reviendra vers vous parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, on a besoin des uns des autres. Et en tout cas, on est là sur une offre qui est innovante parce que vous savez, parfois les gens, ils disent on parle d'Afrique, ils ont fait 4 heures, ils ont parlé d'Afrique. Non, l'Afrique, c'est 54 pays. Hein. Donc, c'est pour ça que nous, on prend le temps, une journée par pays. Et comme ça nous amène peut-être 2023, 2024, hein, on y est encore. Et au moins, on aura des choses à dire parce que chaque pays est différent. Donc, en tout cas, rejoignez-nous dans ce beau challenge parce que ça se fait nulle part ailleurs. Donc, voilà, vous pouvez faire partie d'un nouveau récit
voilà, comme en tout cas le fait au travers de ses romans Madame Diarra, bah, nous voulons le faire au travers de nos actions concrètes pour permettre voilà, de mettre en relation les gens en fonction des pays, bien entendu, pour lesquels ils sont, on va dire, en affaires ou pour lesquels ils peuvent s'intéresser pour aller investir. Donc, voilà un peu ce que nous faisons en plus de ces soirées où là, nous prenons le temps, vous voyez, on prend le temps de vraiment écouter une compétence distinctive. Voilà, j'insiste là-dessus. Et vous verrez, vous voyez qu'on a bien une game changer parmi nous ce soir. Hein. Quelqu'un qui change, qui fait bouger les lignes, quelqu'un qui voilà, nous apporte un éclairage sur, comme tu disais Franck, moi aussi c'est pareil, j'ai plein de collègues qui parlent de leur histoire et moi je suis parfois sec. Je dis ouais, bon, je connais certaines autres histoires, celle du livre en effet, des 66 livres, des 66 on va dire, mais mon histoire, voilà, je suis un peu sec quoi. Et c'est important de se la réapproprier pour que justement nous puissions être innovants dans tout ce que nous pouvons faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le passé, en fait. Si on s'aperçoit, on fait qu'aujourd'hui, répéter, peut-être d'une manière différente, mais c'est important de savoir que ça a déjà été fait, voilà, sous différentes manières. Merci à tous. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc à 19h. Donc, vous aurez le programme d'ici la fin de la semaine. Donc, on a des invités encore, vous verrez, le mois prochain, dont une qui passe dans les ondes radio. Alors, j'en dis pas plus, vous verrez, vous découvrirez, qui nous a fait l'honneur d'accepter de venir à l'African Valley. Voilà, j'en dis pas plus, comme ça, vous allez vous dire c'est qui. Bah, je vous enverrai le programme d'ici la fin de la semaine, vous verrez. Ça va être super. On va voyager. On ira tantôt en Guinée, tantôt en Côte d'Ivoire, tantôt au Congo. Voilà. Vous voyez, c'est ces soirées où on voyage et on découvre comme ça des compétences distinctives qui nous permettent de faire un pas de plus là où nous sommes chacun d'entre nous. En tout cas, merci à tous. Voilà, je ne serai pas trop plus long et vous dire que on se voit donc lundi prochain. Et donc, n'hésitez pas en tout cas à commander, à acheter les livres et à les recommander autour de vous. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée et bientôt. Merci bien. Merci. Ok, au revoir. Salut. Au revoir. C'était formidable. Au revoir. Merci. De rien. Ah.